cet événement. L'objectif du talk, c'est d'aborder la notion du UX design et de Lean Startup au service des parcours de soins. C'est des notions qui ont été assez démocratisées, donc je ne vais pas m'attarder trop sur le fait de définir ces notions. L'objectif, ça va être plutôt de vous présenter un cas concret d'application de ces deux notions, en fait, au service de la création d'une application dédiée aux soins non programmés. Alors, pour commencer, en fait, j'ai une petite question qui est quel est le point commun entre commander une pizza et consulter un professionnel de santé? Je n'ai pas la réponse personnellement, donc je ne sais pas si quelqu'un l'a dans la salle. Le temps d'attente, c'est exactement où je voulais en venir, c'est l'attente. C'est une attente qu'on va avoir dans différents types de situations. Dans le monde médical, on va dire que cette attente, voilà, on l'a tous un jour ou l'autre vécu, cette expérience des salles d'attente, que ce soit à l'hôpital ou en ville, où en fait on ne sait pas pourquoi il y a des personnes qui sont devant nous et en fait ça dure super longtemps, alors que quand c'est à notre tour, ça va très très vite. Donc voilà, cette attente aujourd'hui dans le monde de la santé, elle est toujours pénible. En revanche, quand on s'intéresse un petit peu à d'autres secteurs, notamment dans la food, on voit que là, le digital est venu pour amener de l'innovation. Donc en fait, c'est une question que je me posais, c'est pourquoi, quand je commande une pizza sur Deliveroo ou Uber Eats, finalement, en fait, je vais avoir cette précision dans l'information. Je vais savoir en temps réel où est-ce qu'on en est dans le processus de commande. Et cette innovation, aujourd'hui, on ne la retrouve pas dans le secteur de la santé. Et ce qu'il y a, c'est intéressant, le parallèle entre les deux, c'est que finalement, que ce soit la santé ou l'alimentation, on va venir combler un besoin physiologique de base. Ce besoin physiologique de base, finalement, il va créer une intolérance à l'attente parce qu'il vient combler quelque chose de profond. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que il va falloir qu'on compense en fait en maximisant avec des arguments très rationnels pour venir justement expliquer cette attente, la rendre compréhensible et permettre de mieux l'accepter. Donc ça, c'était un petit peu un préambule. Et ça, c'est une autre question que j'ai posée. Ma femme est médecin généraliste. Et en fait, j'ai des questions comme ça, assez simples. Mais pourquoi il y a toujours autant d'attentes chez les professionnels de santé? Et pour essayer de répondre à cette question, en fait, on a essayé de mettre en place une démarche UX que je vais vous présenter, et une approche holistique du problème. Donc c'est vraiment essayer d'appréhender le problème dans sa globalité pour réussir in fine à venir expliquer ce qui pouvait se passer en salle d'attente. Avant toute chose, je sais que parfois il peut y avoir des petites confusions. On confond souvent le métier de designer avec le métier d'artiste. C'est deux choses qui sont très très différentes. Le designer, il vient résoudre un problème. Donc c'est un problème qu'il va essayer de spécifier, alors que l'artiste, son objectif, c'est vraiment de susciter une émotion, d'inviter à la réflexion. Donc on voit qu'on est vraiment sur deux champs d'application très différents. Et l'objectif du designer, ça va être de créer des produits qui soient utiles, utilisables et désirables, qui répondent à un vrai problème. Et finalement, ça peut être des évidences, mais c'est important de bien le rappeler. Et surtout, la vraie différence entre l'artiste et le designer, c'est le fait que ça soit utile. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très distinctif du métier de designer. L'UX design, c'est un process. Je vais essayer de vous présenter le projet à travers les différentes phases de ce process, et dont la première phase qui est la compréhension du problème. Donc, pour comprendre ce problème de l'attente dans le monde de la santé, en fait, on a vraiment fait une analyse contextuelle. On allait faire de l'observation en salle d'attente à travers des techniques de shadowing, où finalement on est en salle d'attente, mais les personnes ne savent pas forcément pourquoi est-ce qu'on est là. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas créer de biais dans l'analyse, et en observant des choses le plus rationnelles possible. On a mené des enquêtes qualitatives, des entretiens, etc. Donc on va essayer de rentrer dans le détail. Donc la toute première distinction que je voulais faire, donc ça c'est une distinction en fait dans le monde de la santé. Il faut bien faire la différence entre les soins programmés et les soins non programmés. Donc finalement, sur les soins programmés, il va y avoir une prise de rendez-vous. D'accord ? Les soins non programmés, pas de prise de rendez-vous. Et finalement, on va avoir des expériences patients qui vont être très très différentes d'une activité à l'autre.
Donc sur les soins non programmés, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a énormément de solutions de prise de rendez-vous. Ces solutions, elles vont permettre à un patient de venir réserver à l'avance son créneau de rendez-vous. Et finalement, c'est presque un contrat qui va être passé entre le patient et le professionnel, de dire finalement, ok, moi je vais tout faire pour venir à 10h30. Je vais essayer de m'organiser dans mon quotidien, dans ma vie perso, pour être là à l'heure. Et on se retrouve très souvent en salle d'attente. Et voilà, j'avais rendez-vous à 10h30, il est 11h. Il y a encore 2 patients devant moi, donc je ne sais pas à quelle heure je vais finir, et c'est très difficile de s'organiser. Et ça, on a essayé de creuser un petit peu. Donc là, ce que je vais dire, ça peut paraître très évident, mais finalement, ça nous a demandé du temps de bien le comprendre. Donc en fait, l'attente qu'on va avoir du côté du patient, c'est une conséquence du retard qui va être pris par le professionnel. D'accord ? Le professionnel, de son côté, de la même manière, en fait, quand moi je vais réserver un créneau 10h30, lui va avoir son agenda avec j'ai un créneau de réservé à 10h30, sauf qu'au fur et à mesure des consultations, finalement, il va prendre du retard. Ce retard, en fait, c'est parce que tout simplement, il a pris plus de temps que prévu, en fait, avec un patient. Donc voilà, c'est des créneaux de 20 minutes aujourd'hui dans mon agenda. J'ai pris 30 minutes, j'ai pris 40 minutes, j'ai dû gérer un imprévu. Et ça, c'est vraiment le quotidien de ce qu'on va pouvoir avoir. Et finalement, ce temps supplémentaire qui va être pris par le professionnel, en fait, il permet d'assurer une qualité de la prise en charge. C'est pas parce que mon agenda, il va venir dire c'est 20 minutes, c'est 20 minutes, c'est 20 minutes. Maintenant, si j'ai une patiente en face de moi qui a un vrai besoin de réassurance, il y a besoin d'approfondir la consultation, de reprendre un peu l'historique, je vais prendre le temps avec elle. Et ça, aujourd'hui, finalement, c'est pas pris en compte dans les logiciels de prise de rendez-vous. Ce qui fait que en milieu de journée, en fin de journée, en fait, on va avoir un écart qui peut parfois être considérable entre le contrat qu'on avait passé entre professionnels et patients et la réalité. Et ça, c'est une des conclusions de l'observation. Est-ce que ce que je vous présente là, ça vous paraît, pour vous, c'est des évidences ou c'est des choses que vous aviez déjà vues, perçues, ressenties ? Ouais, c'est... Ok, en fait, ce retard-là, ce qu'on dit, c'est qu'il est, il est incompressible. En interviewant des professionnels de santé, ils nous disaient, vous savez, en fait, on n'est pas une banque. Ça veut dire que finalement, une consultation à l'autre, en fait, ça va être très très différent. Et donc, pour le patient, c'est difficile de s'organiser, mais pour les logiciels qu'on a aujourd'hui, en fait, ça va être très difficile de le prévoir. Ça va dépendre de tout un tas de facteurs liés au patient, liés au contexte, liés au territoire. Et les solutions actuelles ne permettent pas d'informer le patient en fait, sur ce décalage et son horaire réel de passage. Et donc ça, pour nous, c'était le premier challenge d'un point de vue design à résoudre. Donc on a vraiment essayé de résoudre ce problème, de dire mais comment on va faire pour tenir informé le patient en temps réel sur son horaire de passage et le fait qu'il y ait des décalages au fur et à mesure. Le deuxième type d'activité, donc c'est les soins non programmés. Oui. Dans les enquêtes que vous avez faites, est-ce que vous avez interrogé les patients sur leur tolérance au retard ? Quel délai, quel retard ils acceptent de supporter ? On va dire que c'est... on a vu des grosses différences, par exemple, sur le type de consultation. Donc, par exemple, en pédiatrie versus en médecine générale, ça fait différent. On va essayer d'être le plus tolérant possible par rapport à l'activité du cabinet. Et ce qu'on voit, en tout cas, c'est vraiment la vraie différence, c'est quand il s'agit d'un soin programmé. Si j'ai eu un rendez-vous, finalement, on va sentir qu'il y a une intolérance qui est plus grande. En revanche, quand c'est du non programmé, finalement, la suite, c'était de dire c'est presque dans le deal, en fait. Déjà, je suis content d'avoir une consultation, de voir un médecin généraliste. En revanche, quand c'est du soin non programmé, je sais que je vais venir et je vais devoir attendre. C'est un peu comme les urgences, ça fait partie presque du deal. J'ai pas de médecin traitant, et donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans le système de santé. Il y a plusieurs millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Quand on appelle pour obtenir un rendez-vous, on nous dit cette phrase que vous avez peut-être déjà tous entendue, c'est « on ne prend pas de nouveaux patients ». D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors ?
Et du coup, il y a des professionnels qui continuent quand même à proposer des plages de soins non programmés ouvertes à leurs patients ou aux nouveaux patients. Et là, du coup, on s'aperçoit que la tolérance au retard, elle est beaucoup plus grande parce qu'on est déjà content de voir un professionnel de santé et ça fait partie, entre guillemets, du jeu. J'ai pas lancé de chrono. Non, t'inquiète pas, Ouais, je c'est contrôle, ok. t'inquiète pas, on regarde. Donc sur les soins non programmés, il y a des tentatives d'amélioration. Il y a des personnes qui essayent de mettre en place des systèmes de tickets papier avec des beepers, etc. Je pense que pareil, ça doit être du vécu. Et là, du coup, les challenges qu'on a essayé de résoudre, c'est comment on va gérer l'accueil et l'enregistrement des patients. Et ensuite, comment on va organiser et gérer ce flux, finalement, dans la salle d'attente. Sur les soins non programmés, on a creusé aussi le contexte. Là, c'est une map sur Paris. Je ne sais pas trop comment c'est sur Strasbourg. Ce qu'on peut voir sur Paris, c'est qu'on va avoir des vraies disparités d'un arrondissement à l'autre. Finalement, là, j'ai comparé en fait, à partir de données Amélie, la situation dans le 16e arrondissement et la situation dans le 19e arrondissement. Donc, on est sur des populations, des contextes qui sont très différents. Et on peut voir, là, en orange, chez les praticiens qui font 100% de rendez-vous. Vous voyez ? À droite, c'est la même chose. Et en vert, on va avoir les praticiens qui proposent des plages de soins non programmés. Et donc, finalement, on s'aperçoit que trouver une consultation dans le 16e arrondissement, si je n'ai pas de médecin traitant, en soins non programmés, ça va être très, très difficile. Et en fait, les praticiens, par exemple, dans le 19e, se sont adaptés en fait, aux typologies de patients. Et finalement, au quotidien, sont confrontés à un exercice qui est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire des soins non programmés. Ça va demander de gérer ce flux de patients à l'ouverture. C'est des tensions parfois en salle d'attente, des secrétaires qui peuvent se faire agresser, etc. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Et donc il y a des disparités territoriales. L'autre point, c'est que finalement, on s'est basé sur des études et on s'aperçoit que les professionnels de santé sont sollicités au fur et à mesure de la journée, en fait, pour recevoir des patients pour des soins non programmés. Donc là, il y a une urgence. Je n'ai pas de disponibilité au niveau du secrétariat ou sur des plateformes de réservation en ligne. Je me déplace et j'essaye de voir si mon médecin peut me prendre. 56% d'entre eux reçoivent plus de 6 demandes par jour. Et en fait, il y a, en moyenne nationale, en fait, les soins non programmés, ça représente jusqu'à 30% de consultations pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de solution concrète. On s'est posé la question, mais finalement, est-ce que l'attente, c'est pas simplement un sujet lié au confort ? Est-ce que c'est pas simplement un sujet du confort patient ? On avait beaucoup ce discours de dire, mais est-ce que c'est vraiment un problème pour les praticiens ? Eux, ils font leur médecine, les patients attendent. D'accord, c'est peut-être juste du confort. Et là, en fait, en creusant, on s'aperçoit qu'il y a certaines études qui révèlent que finalement, il y a des conséquences sur la qualité de vie du praticien. Donc là, en fait, c'est pareil, il n'y a pas la même tolérance à ce flux, à cette salle d'attente engorgée. Il y a des praticiens qui vont, à la fin d'une consultation, chercher l'autre patient. Et si la salle d'attente, il y a 15 personnes qui se retournent vers vous pour vous dire « OK », qui regardent leur montre, etc., eux, personnellement, ça joue au fait, au quotidien. Ils vont déborder après le soir, ils vont faire des heures supplémentaires pour gérer des tâches administratives, etc. Ça a un vrai impact. D'autres, au contraire, non, l'acceptent beaucoup mieux, ils sont habitués, et voilà. Ils arrivent un petit peu comme des machines et ça ne leur pose pas de problème. Donc pareil, là, d'un professionnel à un autre, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le même ressenti par rapport à ça. En revanche, c'est une source de stress au quotidien. Et côté patient, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une baisse en fait, de la perception de la qualité des soins. Finalement, le fait qu'il y ait eu de l'attente, même si la consultation se passe bien, mais j'ai attendu, et en fait, le soin, la consultation qu'on m'a proposée, je vais avoir un sentiment de moins bonne qualité, en tout cas de prise en charge. De notre côté, sur les soins non programmés, donc j'en parle un peu plus longuement parce que c'est vraiment sur ça qu'on s'est spécialisé. Aujourd'hui, les soins non programmés sont essentiels au système de santé. Ça permet de garantir une prise en charge en fait, en ville, et éviter aux patients de se rendre aux urgences. C'est vraiment presque une priorité de la feuille de route Ma Santé 2022. C'est justement comment on va aider les professionnels à mieux se coordonner à l'échelle locale, notamment à travers des projets SAS ou CPTS, pour prendre en charge ces soins non programmés. Et nous, ce qu'on dit, c'est OK, ça, c'est des politiques, mais sans solution concrète, pragmatique,
en fait, qu'on va déployer sur le terrain, on va avoir beaucoup de mal à convaincre les professionnels de faire des soins non programmés. Eux, leur problème, c'est mon cabinet n'est pas ouvert, et j'ai 20 personnes déjà devant qui attendent. Comment vous m'aidez à gérer ça? Comment vous aider justement à faire en sorte que la secrétaire ne se fasse pas agresser en permanence pour savoir quand est-ce que c'est mon tour? Et ça, aujourd'hui, c'est ce que nous, on a voulu corriger à travers Line-Up. Donc là, ce que je vais présenter, c'est la manière dont on a prototypé, co-construit la solution. Donc, pour faire ça, en fait, il faut se poser 3 questions principales. C'est qui vont être les utilisateurs de la solution. Et donc nous, on a à la fois les patients, les professionnels. Au sein des professionnels, on va avoir des secrétaires et des praticiens. Sur quoi? Donc le device, sur quelle interface ils vont interagir avec le produit et dans quel contexte. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez fait le distinguo du fait du problème de l'attente ou plutôt du problème du fait de ne pas avoir d'informations? Parce qu'en fait, si on s'excuse et qu'on informe l'utilisateur, est-ce que vous avez évalué si c'était plus tolérable d'attendre? Alors nous, ce qu'on dit, c'est que... En fait, c'est je sais que c'est le fait de l'attente qui est désagréable. Ouais. Surtout quand on n'a pas d'infos. Exactement. Et ça, j'en reviens à l'exemple de tout à l'heure, de Deliveroo, etc., ou même de la SNCF. Quand le train s'arrête et qu'on n'a pas d'infos, en fait, on est tous en stress, en panique, etc. Et juste une voix en fait, au microphone qui nous dit « Ok, il se passe ça change tout ». Et en fait, c'est ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'aura pas d'impact, nous, sur le retard, parce que le retard, il est lié à l'activité du professionnel, du patient. Par contre, on va jouer sur les leviers de visibilité de l'information, notification patient, pour réussir à atténuer en fait, ce stress et faire en sorte que l'attente elle soit beaucoup plus acceptée par les patients. Donc ça rejoint exactement ce que vous dites. Et c'est ça qu'on a essayé d'intégrer sur la solution. Notre objectif, c'est de changer de regard sur le retard et dire comment on va améliorer la perception de l'attente. Donc sur ça, en fait, en élément de contexte aussi, c'est que la genèse de la solution, ça a été le premier confinement où nous, on avait des briques technologiques en fait, autour de la gestion des flux. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins sur la vaccination, le dépistage. Et en fait, on a participé à un hackathon. Donc là, c'est exactement le contexte. On est dans la thématique. Exactement. Et en fait, durant ce hackathon, on a essayé vraiment de se poser des questions pour justement essayer de bien comprendre le contexte. Le problème, c'est que finalement, on avait du mal à se rendre dans les salles d'attente. Les mouvements étaient compliqués, etc. Et donc, on a utilisé des solutions pour faire de la recherche utilisateur à distance. Et donc là, ça permet d'envoyer des enquêtes qualitatives à des patients, des praticiens, pour leur poser des questions et essayer de récupérer de la donnée. Voilà, ça nous a permis d'avoir des insights sur, par exemple, comment s'est passée leur dernière consultation, etc. Le hackathon auquel on a participé, Hack la crise, qui nous a permis aussi de créer un réseau en fait, de professionnels de santé, fédérer des personnes, avoir des développeurs. On était en contexte de Covid. Ce qui était super intéressant, c'est qu'on avait des développeurs en Italie qui contribuaient au projet. Alors qu'en Italie, à ce moment-là, c'était vraiment la catastrophe. Et du coup, voilà, nous, à notre niveau, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, tout ça, ça a abouti à un travail que vous devez connaître, c'est assez connu maintenant, c'est le travail de persona, c'est l'archétype de nos utilisateurs avec finalement quels sont leurs freins, leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc, le format il est un peu dense, normalement on est sur des formats un peu plus légers, mais j'ai pas eu le temps de retravailler les éléments. Après on va travailler sur des logiques de conceptualisation de la solution, vraiment à partir de choses qui existent, de ce qu'on a pu observer, nos entretiens, commencer à designer, drafter un peu la solution, au moins le schéma, la manière dont elle pourrait fonctionner. On a analysé un petit peu aussi les forces, les faiblesses de ce qui pouvait exister aujourd'hui en termes de système sur la gestion de l'attente pour essayer d'aller récupérer les meilleures idées. Et petit à petit, on est passé par différentes étapes de prototypage. Donc là, c'est du macro-zoning. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais finalement, sur ce hackathon, je pense que les projets sont assez matures. J'ai pu voir, en tout cas, sur les descriptifs, etc. Il y a peut-être du travail qui a été fait en amont, mais ce qui est super important, c'est vraiment d'avoir cette hygiène, de passer par ces petites étapes, parce que finalement, à chaque étape, va correspondre un degré et un niveau de validation. Quand je vais travailler sur les macro-zoning et le listing des contenus, j'ai vraiment me posé la question des contenus.
quel contenu à quelle étape, à quelle page. Et une fois que ces contenus-là sont validés, quand on va passer à la partie design, normalement, on ne revient pas sur les contenus. Et ce qui est important, c'est justement, enfin, ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est au moment où on a notre prototype, en fait, qui a été maquetté avec la couche graphique, de dire, ah bah finalement, ça, il faudrait plutôt que ça soit là, etc. Là, c'est une perte totale d'énergie et de temps. Et finalement, chaque étape va permettre de valider un certain nombre de choses. Et c'est important d'essayer de les respecter au maximum. Ce qui est important aussi, c'est de tester le plus rapidement dans le processus. Aujourd'hui, à l'étape de wireframe, on peut déjà animer certaines choses et valider des parcours clients, des parcours utilisateurs. Comment tu sais que c'est le bon moment avant de passer à l'étape design pur et dur? Pour moi, l'étape design pur et dur, elle doit arriver uniquement une fois qu'on a validé en fait un flow, donc un enchaînement d'écran qui répond en fait à l'accomplissement d'une tâche, du besoin. On a mis quelqu'un en contexte de dire ok, bah voilà, tu vas devoir gérer ton flux de patients au quotidien. Et là, on le met face aux écrans et on lui demande d'accomplir une tâche. Si on s'aperçoit que à travers ces éléments-là qui sont en noir et blanc, mais sur lesquels on a quand même des boutons, sur lesquels on peut quand même relier des pages, donner des consignes, eh ben, on s'aperçoit que la tâche elle a été réalisée avec succès. On se dit que ça y est, on est suffisamment mature, on a validé la profondeur du parcours, le niveau d'information, l'architecture de contenu, et ensuite on peut passer à la couche design. Okay. Ouais. Complètement. Comment on travaille aussi pour arriver assez rapidement à cette étape de maquettage ce qu'on peut faire, en fait, après ça, moi, c'est des choses qu'on a pu mener, c'est de se dire qu'on va essayer de valider un flow, en fait, à partir de 3 écrans qu'on a draftés sur du papier. Vous voyez ? Et en fait, on a validé 3 écrans. En fait, on en présente un seul, on masque les 2 autres avec une autre feuille. Et là, finalement, on essaye de faire valider quand même avec les vrais utilisateurs, voir s'ils comprennent. Et donc là, c'est du sketching. Et je peux avoir entouré le bouton principal avec un stabilo orange, par exemple. Et ça permet quand même de recréer ce genre de cinématique, mais avec des choses très très en fait low-tech, quoi. C'est vraiment du papier stylo. Et une fois qu'on a validé ça, et ben en fait, comme tu le disais, sur un hackathon, il faut aller assez vite. On peut limite essayer d'aller directement à la partie UI, en tout cas si c'est ce qu'on a envie d'avoir comme livrable à la fin du hackathon. Et donc, je ne sais pas si c'est un hackathon avec beaucoup de développeurs. Est-ce que le challenge, ça va être tant de valider des parcours ou essayer de poser les bases technologiques de la plateforme? Mais voilà, ça va dépendre aussi un petit peu de quel challenge. Quoi. Du coup, c'est un équilibre. Il y aura un équilibre entre développeurs et professionnels de santé. Donc, tu peux aussi aller faire du coup tout ce sketching directement avec des professionnels que tu rencontres dans le hackathon. Donc, c'est vrai que l'idée du papier stabilo, ça fonctionne aussi pour faire des écrans. Quoi. Ça fonctionne très bien. Donc là je voulais vous présenter la solution Line-Up. Il reste combien de temps juste Bon, on peut faire encore 10 minutes. 10 minutes ? Ok, je vais essayer d'accélérer. Donc, la conclusion un peu de cette réflexion, c'est Line-Up. Donc en fait, c'est un concept, un principe de salle d'attente virtuelle destiné à la régulation des flux de patients. Donc je vais essayer sur la présentation de revenir un petit peu sur ce qu'on a pu dire auparavant. En fait, les 3 piliers sur lesquels on se base, c'est l'information. La transparence entre les différents acteurs, que ce soit le professionnel, la secrétaire, les patients. L'objectif, c'est d'avoir une information en temps réel qui soit partagée avec tous. L'important aussi, c'est de bien prendre en compte le parcours complet d'un patient. Et donc là, c'est pour ça qu'on aborde la notion de multicanal. Donc le multicanal, aujourd'hui, c'est je peux chez moi, en fait, finalement, être à la recherche d'un professionnel, en fait, sans rendez-vous. Est-ce que vous me proposez une solution ? Et pour toutes les personnes qui viennent directement sur place, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui leur sont proposées. Finalement, si le praticien est sur Doctolib, on le renvoie vers la plateforme Doctolib où c'est le secrétariat qui va devoir le gérer. Et en fait, comment on arrive à mixer un parcours online, offline ? Ensuite, la flexibilité. Pour nous, gérer un flux, ça doit permettre de faire face à tous les imprévus, des retards, des repriorisations en fonction des urgences, des annulations. Aujourd'hui, un agenda, ça offre que très peu de flexibilité pour gérer tous ces imprévus. Donc, on a essayé de répondre à ça. Et enfin, l'automatisation. L'objectif, c'est d'automatiser les tâches les plus simples
en fait, pour libérer du temps d'accompagnement, du temps médical, afin de gérer les patients les plus fragiles et les cas complexes. Donc ça se traduit par 2 points de contact côté patient, à la fois ce qu'on appelle la salle d'attente virtuelle. La salle d'attente virtuelle, c'est finalement sur une interface web, j'ai la possibilité d'accéder à mon horaire de passage en temps réel qui va être mis à jour au fur et à mesure des consultations du professionnel. Et cette information, en fait, elle est la plus précise possible. Et en salle d'attente, pour les patients qui ne sont pas forcément digitales ou occupés, on a la même chose, finalement, qui va alimenter une télévision et notifier les patients, en fait, de leur ordre de passage. Ça fait un peu écho avec ce qu'on disait ce matin avec Alexis Arnaud de Calmedica sur la simplicité de rendre accessible quand même la e-santé à tout le monde, quoi. Le fait de mettre une borne, c'est que même des personnes âgées vont pouvoir s'en servir aussi. Exactement. Être accompagné, mais aujourd'hui, en fait, c'est des supports qui sont vraiment démocratisés. On en retrouve dans les administrations et on a conçu les parcours, en fait, pour qu'ils soient le plus simple possible. Donc, en adressant des patients qui, comme tu le disais, ça peut être des seniors, ça peut être du public non francophone. Donc, finalement, comment, à travers un parcours ultra simple, sans forcément comprendre, maîtriser le français, j'arrive à comprendre finalement le principe. C'est ce sur quoi on a travaillé. Donc, ça, c'est côté patient et côté professionnel. Finalement, c'est une application de gestion du flux, en fait, qui va être accessible à la fois sur des interfaces desktop ou mobile, sur tablette également, qui va me permettre d'enregistrer des patients dans une file d'attente en pouvant aller dans la rue. Enfin voilà, si j'ai une tablette avec une puce 3G, je peux gérer mon flux directement depuis l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire notamment avec les laboratoires d'analyse sur la problématique des tests PCR. Et un peu plus en détail, comment ça fonctionne ? Finalement, le patient va s'enregistrer soit sur place à distance et en fait, sans devoir télécharger d'application. Ça fonctionne avec des technologies qui sont le SMS et le web. Et même si je n'ai pas de smartphone dernière génération, en fait, vu qu'on va notifier le patient avec des SMS, en fait, ça fonctionne. Par contre, pour un patient qui a un smartphone, en fait, lui, il va basculer sur une logique de rendez-vous intelligent. Rendez-vous intelligent, c'est le rendez-vous où l'horaire, comme je le disais, se met à jour au fur et à mesure des consultations. En plus de ça, sur le ticket, on va avoir également une visibilité sur l'ensemble du process. C'est également, en fait, ma position dans la file d'attente par rapport aux autres patients. Et donc là, le fait de voir que je suis en fait engagé avec d'autres personnes, finalement, je vais avoir beaucoup moins envie de dire j'abandonne, je laisse tomber, etc. Finalement, quelque part, je suis engagé dans ce processus d'attente et j'ai même la visibilité sur la consultation en cours, savoir à peu près si elle est plutôt au début, en moitié de consultation ou sur la fin de consultation. On va pouvoir ajouter des modules. Par exemple, durant l'attente, finalement, c'est comment je transforme l'attente en temps utile. Et là, ça nous a été demandé par certains acteurs de dire finalement, nous, on a un questionnaire médical. Est-ce que vous pouvez le relayer directement sur le parcours en salle d'attente ? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut également pousser de la pédagogie. Donc finalement, en fonction du type de professionnel, avoir des vidéos qui vont pouvoir proposer certaines choses. Aujourd'hui, la pédagogie, la prévention, ça fait partie du rôle du professionnel. Maintenant, par manque de temps, notamment sur les soins non programmés, ils ne le font pas toujours. Donc là, ça peut être un relais également de cette prévention à travers le digital. Je me faisais penser à une petite question. Est-ce que le fait justement de mettre des vidéos et d'occuper l'attente, ça me fait penser, je crois, à l'histoire des ascenseurs avec les miroirs. Ouais. Ils ont mis les miroirs justement pour casser l'attente. Les gens, ils se regardent, ils se refont une beauté et du coup, ils n'ont pas le temps d'attente quand ils montent. Est-ce que le fait de montrer aussi des vidéos comme ça de prévention, ça permet de casser cette attente du patient ? Ça permet de le faire. Nous, ce qu'on peut voir dans les chiffres, c'est qu'en fait, il y a 40% des utilisateurs qui reviennent plus de 3 fois sur le ticket. Donc en fait, on arrive à capter quand même leur attention. Et comme tu le dis, c'est un contenu qui permet de générer de l'attente. Et l'objectif, encore une fois, c'est quand vous êtes dans une salle d'attente, en fait, vous avez des magazines sur la table. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est sur son smartphone. Avant, c'est vrai que ces magazines-là qui étaient là, qui dataient en fait d'il y a 3 ans, on les prenait, on les regardait, même si ça pouvait être une source de contamination. Aujourd'hui, c'est vrai que on est sur son smartphone. Si on arrive quand même à tisser ce lien avec un patient, nouer le contact, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis après, on a développé aussi des modules de guidage. Ce qui pouvait être intéressant, c'est dans certains lieux, notamment sur Paris, on avait des structures médicales sur plusieurs étages où il fallait traverser une cour, descendre un escalier. Et là, on avait tout le temps des patients qui pouvaient être perdus. Donc là, c'est bien, encore une fois, parce que ça permet de faire un guidage pas à pas. Et encore une fois, c'est du low-tech.
En fait, on n'est pas sur des technologies de navigation indoor très compliquées. Nous, ce qu'on dit, c'est 3 photos et avec les bonnes consignes, ça fait largement le travail. Exactement. En fait, sur les types d'activités, comme je disais, on a expérimenté avec des professionnels, donc des médecins généralistes, des laboratoires d'analyse et des centres d'imagerie. Et donc là, c'est un besoin qui est apparu sur un acteur, en fait, dans un centre d'imagerie. En fait, il avait ce besoin de guidage, en tout cas, du patient sur place. Ouais. Ouais, en fait, les pharmacies, ce qui a été assez compliqué, c'est la gestion en fait au sein d'une pharmacie. Oui, voilà, en fait, c'est un peu une gestion, c'est un peu une gestion au niveau de guichets comme des caisses. Et en fait, on n'a pas vraiment d'acte médical. En fait, nous, la valeur de la solution, c'est dès qu'on va avoir un acte de réaliser et qu'en fait, en fonction de l'acte et en fonction du patient, on peut avoir une très grande variabilité en fait, au niveau du temps. Et donc là, c'est là où on a le plus de valeur. Maintenant, on sait que les pharmacies se transforment. Elles vont faire de plus en plus d'actes. Là, elles font du dépistage, elles font du conseil, elles font de la vaccination, exactement. Et donc on sait que voilà, sur ce travail un petit peu d'essayer de trouver des partenaires pour prendre en charge certains actes, les pharmaciens sont amenés à réinventer leurs espaces. Et ce qui est intéressant en tout cas avec le concept, c'est que les pharmaciens, ils ont pas de place. Aujourd'hui, les allées sont pleines, etc. Et notre objectif, c'est comment on déporte l'attente à l'extérieur. Et avec un écran en façade qui pourrait donner l'information. Donc voilà, c'est des sujets qu'on a explorés, mais on ne l'a pas expérimenté avec des pharmaciens. Les modules sur le ticket, on peut les développer à la demande, ça en fonction des professionnels. Là, alors, ce qui est intéressant, c'est que le patient qui s'enregistre à distance, en fait, on va lui demander de renseigner son temps de trajet. Et donc, en fait, en fonction de son temps de trajet, nous, on va décaler la prise en charge. Et donc, en fait, on est presque sur un hybride entre de la prise de rendez-vous et du soin non programmé, sauf qu'en fait, c'est ultra flexible dans la manière dont on adresse le sujet. Ouais. Et aujourd'hui, le problème du retard du patient, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir plus de souplesse, quoi. En fait, il peut y avoir des problèmes de transport, il peut y avoir des problèmes de garde d'enfants, de crèche. Ça, c'est le quotidien aussi des patients. Et en fait, c'est dommage de le pénaliser, de lui dire, OK, vous aviez eu 10 minutes de retard. Moi, ma limite, c'est 10 minutes. Vous avez 15, je ne peux pas vous prendre. Ce qu'on dit, c'est plutôt sur un système un peu plus souple et flexible, comme on propose justement sur la salle d'attente. C'est un patient qui est en retard. On va le prendre, on va le mettre en attente justement, et au moment où il se présente, on va prendre son ticket, on va le décaler et on va le mettre 3 patients plus tard en lui faisant un peu la morale, mais en fait on lui offre en fait une réponse à sa demande de soins. On a du mal avec le fait de dire non mais 15 minutes de retard, en fait on vous prend pas. Pour nous c'est pas une bonne réponse en tout cas à lui amener. Donc ça c'est sur le retard patient. Donc après il y a des logiques de notification, soit SMS, soit au niveau de la télévision. Donc on vient animer aussi les salles d'attente. Et côté professionnel, ce qu'on a essayé de faire, c'est une solution la plus simple possible où il n'y a pas de planning à gérer. Donc finalement, le matin, je viens, je m'active et en fait, je suis éligible au fait que des patients puissent s'enregistrer. Donc en fait, on n'a pas besoin de gérer des congés, on n'a pas besoin de gérer des personnes qui avaient des rendez-vous qui ne sont pas là, qu'il faut replanifier. C'est vraiment au day-to-day, en fait, je vais venir gérer ce flux de patients pour des besoins non programmés et donc potentiellement des urgences qui n'avaient pas été planifiées. Donc ça, c'est vraiment la séparation entre soins programmés, où je suis dans un parcours de soins, et le soin non programmé qui va être vraiment, je viens répondre aux petits bobos du quotidien, aux urgences, et notamment pour mieux les traiter en ville, et sans que ça se fasse de manière douloureuse. Petite question, je pense qu'on va prendre. Il te reste combien de. Beaucoup de diapos? Moi, peut-être 5 minutes où je speed la fin. Je voulais aborder vite fait la notion de Lean Startup. Vas-y, allons-y, on finit. Dans tous les cas, je vais attendre Ayala qui doit bientôt arriver. Pour les pharmaciens, en fait, je pense que ça va être un travail de co-construction avec eux. Parce que, comme je le disais, en fait, on n'est pas vraiment là pour gérer le guichet pour la parapharmacie. C'est pas nous. En revanche, si demain, on est vraiment sur... on a besoin d'une solution pour gérer des actes, que ce soit, comme on le disait, de la vaccination, de la prise de tension, dépistage. Là, on pense qu'il y a vraiment intérêt, en tout cas, à travailler avec eux. Et donc, nous, on est ouvert, en tout cas, à discuter avec des pharmaciens.
Voilà, donc je passe assez vite. En fait, comme je disais, on a des use cases en médecine générale, en pharmacie. Il y a beaucoup de challenges, hein. On sait qu'il y a des choses qui arrivent sur le secteur de la santé. Comme je le disais, les soins non programmés, ça fait partie des feuilles de route prioritaires sur Ma Santé 2022. On pense qu'on a une solution qui peut amener un autre type de pratique. Certains, par exemple, jeunes médecins qui ne sont pas encore taisés aujourd'hui en fait sur le fait de trouver des gardes, des remplats, comme ils disent en fait, nous on pourrait demain leur apporter une souplesse de dire ok, je peux facilement identifier un endroit, un cabinet où je peux faire des soins non programmés et venir m'installer et là prendre des patients qui peuvent s'enregistrer soit à l'accueil, soit qui ont été régulés par le SAS ou la CPTS, et donc demain ça peut offrir beaucoup plus de souplesse dans les modes d'exercice. Nos challenges, aujourd'hui, on sait gérer le flux localement. Donc, en fait, la salle d'attente du médecin de quartier, on la gère. Notre challenge demain, c'est de mettre en réseau les salles d'attente pour faire en sorte que si j'ai un guichet unique, je puisse, à l'échelle locale, redispatcher en fait, un patient en fonction de la meilleure option qu'on peut lui proposer. Est-ce que vous avez entendu pendant la période de Covid, un jeune homme avait développé une application pour trouver un lieu de vaccination? Oui, tout à fait. Vitmadose. Ça ressemble beaucoup à ce que vous parlez là. C'est ça. En fait, Vitmadose, c'était j'analyse les plateformes comme Doctolib et en fait, je scrape, je regarde s'il y a des créneaux qui sont libres. Et d'un autre côté, je gère une file d'attente de personnes qui. Nous, aujourd'hui, on gère la file d'attente, sauf qu'on n'est pas greffé au système de prise de rendez-vous. Et ce qu'on fait, c'est bien parce que ça enchaîne. En fait, on analyse. En fait, aujourd'hui, on est en train d'analyser en fait l'activité de certains professionnels avec des solutions de prise de rendez-vous. Donc c'est notamment le cas dans le dentaire. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est ils ont des agendas qui sont pleins 3 mois à l'avance. Par contre, le jour J, ils ont 30% de nos shows. Et donc ça, pour nous, c'est lié au fait qu'il y a eu de la planification à un moment donné. Et en fait, on essaye de mieux comprendre ces phénomènes. En fait, pourquoi il y a ce taux de no-show? Comment demain on peut réussir justement à gérer une file d'attente de patients et pouvoir dispatcher dès que j'ai un trou dans le planning? Et notre objectif, aujourd'hui on est spécialisé sur les soins non programmés. Notre objectif, c'est de demain proposer des soins non programmés avec notre technologie qui fera en sorte que justement on puisse bien faire communiquer les deux et avoir le système le plus optimisé possible. Alors rapidement, 5 minutes, on est 2 cofondateurs, donc moi-même et Augustin. Donc moi je viens plutôt du design, mon associé vient plutôt de la tech. Et en fait, nous on est très experts aujourd'hui sur le fait de faire un produit. Donc faire un produit, c'est dans nos compétences, on comprend un problème, on arrive assez facilement à prototyper et mettre en place une solution. Par contre, le problème qu'on va avoir, c'est plutôt la partie Lean Startup. Comment je viens découvrir mon marché. Et en fait, pour nous, un bon produit qui n'a pas un bon modèle, en fait, il est voué à mourir. Et en fait, pour ça, et c'est pour ça que je voulais parler de la partie Lean, en fait, c'est très important quand même de bien valider son modèle économique sur son produit. Parce qu'en fait, avoir un bon produit, ça ne suffira pas. On a besoin de comprendre en fait, le marché en fait, dans lequel on est, combien va coûter la solution, qui paye. Et ça, en fait, c'est vraiment des choses auxquelles nous, on était moins habitués. Et c'est un peu le travail qu'on est en train d'effectuer aujourd'hui, c'est comprendre notre pricing, le marché, qui va payer. Et ça, en fait, c'est indispensable, c'est indissociable en fait, de la création d'un produit. Si demain, vous voulez transformer votre projet de hackathon en, fait, en entreprise viable, ce sera peut-être des questions à se poser par la suite. Un week-end, c'est court, mais c'est indispensable en tout cas pour bien attaquer son marché, en sachant que le marché devient de plus en plus compliqué, hein. Il y a une accélération. Là, c'est une petite news que j'ai vu passer, qui date vraiment du 24 mars, donc c'est très récent. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de minute clinique aux États-Unis. En fait, c'est au sein des drugstores CVS, qui sont un peu des pharmacies, épiceries. En fait, ils ont développé des guichets un peu de prise en charge pour des patients sur certaines pathologies. Et là, en fait, ils ont mis un partenariat avec Google pour la réservation en fait, de ces consultations au sein des drugstores. Donc là, on est sur une expérience à la fois digitale, mais à la fois de proximité. Et donc, ça rejoint un petit peu sur ce qu'on disait sur les pharmacies tout à l'heure. Et en fait, le marché, il est vraiment en évolution. Il y a vraiment des nouveaux acteurs rentrants. Et dans ces nouveaux acteurs, on se parle de Google, on se parle d'Amazon. Et c'est pour ça qu'en fait, en tant que Français, sur la French Tech, on va avoir besoin d'avoir des produits et des expériences qui soient les plus qualitatives, en tout cas pour faire face à ce type d'acteurs demain.
Et donc pour finir, bon là c'est plutôt... Tu peux Ouais, combler bah, dans tous les cas. ça on va faire c'est peut-être c'est une petite des pause. petits conseils sur le hackathon, c'est vraiment bien l'utiliser vraiment pour affiner ne pas forcément aller sur des choses très très chronophages, en profiter pour tester des technos. Donc, on a utilisé le hackathon pour tester une techno qui s'appelle une techno Flutter, donc c'est une techno Google qui permet de créer un produit à la fois natif et web avec la même code base. Pour ceux qui parlent tech un petit peu, le back c'est du Rust. Donc le Rust, en fait, c'est un langage qui permet justement de gérer des événements en temps réel, qui est ultra robuste. Il y a des gros acteurs américains qui sont en train de refondre totalement leur site pour basculer sur du Rust. Profiter à fond des ressources et mentors disponibles. Et ensuite, si le projet est amené à se poursuivre, c'est bien comprendre en fait, au sein des participants, c'est quoi les parcours de chacun. En fait, quelles vont être les forces de chacun pour contribuer à ce projet, quelles sont leurs envies, leurs trajectoires individuelles, pour essayer de construire un projet dans la durée. Ah oui, l'open source aussi sur les technos, c'était pour éviter les problématiques de propriété du code. En fait, à qui appartient le code qui va être fait durant le hackathon. Et donc, nous, on a fait le choix d'open sourcer le code qu'on a produit durant le hackathon. Et ensuite, quand on a voulu vraiment faire un projet, on a fait un fork et à partir de là, on a vraiment construit notre plateforme. 2 outils qui peuvent vous aider, Escalidro, Figma, donc c'est sur la partie plutôt sketching et prototypage que voilà, vraiment je recommande. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage à tous. Merci beaucoup Rezvan. Merci.